pas que je suis un bon réalisateur, je dis j'ai fait un beau film, c'est beau. Certain, c'est que ce film m'a vraiment transformé. Combien de cinéma est important pour nous? Est-ce que les gens ont envie qu'on leur parle de la vie? Les cinéastes ont besoin qu'on s'intéresse à eux, vous le savez. C'est très très isolé. Alors, il y a un gardien aussi qui viendra certainement nous rendre visite. Je ne sais plus du tout comment il s'appelle. Non, voilà, qui est là pour s'assurer que tout se passe bien. Voilà, tu vois l'étang, tu peux le voir ici, il est sur la gauche. Je vois qu'ils ont d'ailleurs coupé pas mal d'arbres. Ça c'est un peu dommage. Évidemment c'est très différent comme paysage parce qu'on a tourné en été, ici on est en plein hiver. Et tu as le chalet, voilà, qui est là, dans le contrebas. Et l'étang qui est gelé d'ailleurs. Tu peux voir. Ouais, c'est très chouette de revenir ici. C'était en 2005, donc ça fait quand même déjà quelques années. Le paysage est très très différent, que l'on soit en été ou en hiver. Donc pour moi c'est très très différent. Effectivement. Et donc je vois que la voiture du gardien est là. Voir en télévision, en France, c'est moins 30. Moins 30, ah. C'est froid, ça, hein? C'est froid, oui. Venez comme ça. Merci, hein, bonne journée. Hein. Voilà. C'est incroyable, ce bonhomme vit là dans sa petite cabane, toute l'année. Toute l'année? Oui, il est tout à fait reclus. Il vit seul avec son chien. C'est comme un moine de, oui, c'est une sorte d'ermite. Hein, d'ermite, oui, tout à fait. Oui, oui. Il a juste son antenne satellite et sa petite télé et il vit dans une pièce. C'est un bon gardien. C'est un bon gardien? Mais c'est pas le lier, c'est pas le ton. Tu sais, tu as la jetée, tu vois la jetée qui est là, hein, où tu avais le hamac qui était suspendu entre deux arbres. Tu as cette scène où elle vient de faire son rêve, espèce de rêve éveillé, et Sally se réveille et puis tu as ce visiteur étranger qui est là, cet enfant qui lui parle de ses photos. Ça s'est fait sur cette petite jetée. Je vous ai réveillé? Non, je n'ai pas vraiment dormi. Violette m'a dit que je pouvais regarder. Où est-elle? She went to change. She has a surprise ready for me. Mais cette fois-ci, on a de la vraie neige, puisque, souviens-toi, le dernier plan du film, transition été-hiver, tu avais de la fausse neige, puisque tu as cette rotation à 180 degrés de la caméra qui crée la transition entre les saisons et qui se termine sur le dépoli de l'appareil photo. Et du coup, comme la caméra film est à l'envers et que le dépoli inverse l'image, on retrouve l'image à l'endroit, en fait, à la fin du plan. Et on est passé de l'été à l'hiver. Ton verre, je t'ai donné dans l'indépendance. Oui, mais on joue quoi? Le bébé. Où avais-je la tête? Oui, quelle partie? Le Maria. Vadim, tu peux reculer un peu, s'il te plaît? Ici? Non, mets-toi sur la terrasse, tu verras mieux. Dear Sally, thanks for your letter and the photo. The colors are really beautiful. You see, you are able to take them. I've pasted the photo in my diary.
I am really looking forward to seeing your new works. There is one Je fais dream souvent ce I rêve often have depuis since notre we've met. rencontre. To Je survive. revois Violette When she danser dances pour with me. moi. Father is Votre there. père est là, au fond de la pièce, en train de jouer du piano. Sauf que c'est l'hiver et qu'il neige. Et moi, je suis là, dehors. Et j'ai un peu froid à cause du vent. Plutôt étrange, n'est-ce pas? Et donc ce sont des photographies faites par Martin Santander, qui est un photographe belgo-argentin, et à qui j'ai demandé préalablement au tournage, de réaliser les photos de Sally. Et donc c'est essentiellement centré sur sa fille et son père. Ça, c'est une photo qu'on a à l'ouverture du film, sur lequel il y a le générique. Là, le vieux papa n'est plus qu'une silhouette un peu vague. Alors que elle, bien sûr, elle a toute la vie devant elle, quoi. Donc Gaston Bertin, dans le rôle du père de Sally. Dans le noir et blanc, je trouve qu'il y a toujours une beauté teintée de tristesse. Il y a quelque chose qui a un côté japonais appelait ça mono no aware. Ils appellent ça la beauté teintée de tristesse qu'on retrouve dans le noir et blanc. C'est en fait une vaste métaphore, le songe, parce que Salimane appelait elle-même cet instant de grâce au moment de l'acte de photographier. Quand la photo est réussie, quand elle a ce bonheur, quand elle ressent ce bonheur intérieur très profond, elle dit que l'ange de la fortune est passé par là. Donc c'est saisir l'instant, saisir la beauté de l'instant, et tout à coup être habité par un bien-être, par une satisfaction. Et alors elle dit elle-même qu'elle prie pour que cet instant arrive, pour que l'ange de la fortune passe par là. Et donc en fait, l'idée du film, c'était de faire de l'ange de la fortune un vrai visiteur. D'ailleurs, le premier titre du film, c'était La Visite. Et en réalité, cet ange, qui est un peu une sorte de chérubin comme ça, n'a pas réellement d'existence. Tout le film est une métaphore là-dessus. Le songe, en fait, c'est ça, c'est lutter aussi contre le temps qui passe. Et comment on peut lutter contre ça, par exemple, en faisant de la photo et en essayant de garder près de soi ceux qu'on aime. Elle va trouver quelque chose, et elle le trouve grâce à ce visiteur, hein, grâce à l'art. Parce que le visiteur n'est que l'expression de son intériorité. Hein. C'est vrai que le songe c'est un film qui repose sur une atmosphère. Et c'est vrai que tout est un peu suspendu. Donc moi, ce que j'aime faire dans mes films, c'est que la musique préexiste toujours à l'histoire, au scénario et à l'élaboration visuelle, parce que je pense que le rythme d'un film qui n'est pas que l'assemblage de plans, mais qui est aussi le rythme intérieur, à l'intérieur même du cadre, est souvent dicté aussi par un choix musical. Donc c'est pour ça que j'aimais beaucoup dans notre collaboration. On était vraiment dans un partenariat parfait entre l'image et le son. Et là qui est
la magie de la musique qui dépasse toute phrase, tout mot. Et ça, c'est le dialogue universel. C'est pour ça que la musique dépasse toute langue, finalement. C'est qu'on n'a pas besoin d'autre chose pour faire passer un message, mais parfois ce message peut être encore imaginé différemment par celui qui l'écoute. C'est très cérébral, c'est très intelligent et compliqué, mais cela dit, en même temps très simple. Je pense que c'est une fois de plus quelque chose de très naturel et qui nous vient de l'enfance, quand on écoutait nos mères, nos pères nous raconter des histoires, nous chanter une chanson. L'imaginaire est très important, et je pense que c'est très important que les enfants soient poussés un maximum dans cet imaginaire qui amène par la suite aussi à l'interprétation. Au chant grégorien, austère et monophonique, succède la polyphonie, qui trouve son développement avec les débuts de la notation. À cette époque, nous sommes à la fin du Moyen-Âge, des maîtrises fleurissent un peu partout. En 1498, en Autriche, l'empereur Maximilien Ier, parce qu'il voulait mettre un terme au règne des castrats à la cour impériale, crée la Hofkapelle, ou chapelle royale, l'ancêtre des petits chanteurs de Vienne. Un peu avant, en Angleterre, Henri VI fonde ce qui deviendra par la suite le célèbre King's College Choir Cambridge. En Allemagne, le chœur de Ratisbonne existait depuis la fin du Xe siècle. Tous ces chœurs, dont le catalogue paraphraserait l'entier développement de la musique vocale, devaient s'enorgueillir au cours des siècles de membres illustres. Pergolèse à Naples, Couperin à la chapelle royale de Versailles, Bach au Thomanerchor de Leipzig, où il compose Je développe ses cantates. L'Or des Anges, qui est donc un documentaire fictionnalisé qui raconte la tradition maîtrisienne en Europe, depuis le chant grégorien jusqu'à nos jours, et donc à travers 5 grands chœurs européens avec des répertoires tout à fait différents. Donc on travaille avec Vienne, avec Hanovre, avec la France, avec la Pologne. On va en Italie filmer les fameux bas-reliefs de Luca della Robbia. Et je fictionnalise donc les choses, puisque en préparation, j'observe comment ça se passe. J'ai déjà une connaissance, puisque j'ai moi-même été chanteur, mais je fais le tour de ces formations musicales et j'observe les choses pour les recréer lors du tournage. Et je suis amené donc à travailler avec de vrais musiciens et de vrais chanteurs, mais dans un film très construit. Et c'est ce film qui m'amène à la fiction pure sur cette thématique. Et ça, c'est un peu de fièvre. Seuls les hommes mus, les femmes gardent une voix de soprano, même si la voix change, elle reste, on va dire, soprano, pour résumer un peu les choses. Alors qu'en fait, un garçon sera soprano, et puis une fois adolescent et adulte, il va devenir basse ou ténor. Donc il y a une rupture, il y a une infidélité dans la voix, et c'est pas toujours vécu d'une manière... alors ça peut être très bien vécu, ça peut être mal vécu, parce qu'évidemment certains chanteurs font des carrières assez extraordinaires qui durent 3-4 ans, quand ils sont très jeunes, et puis tout s'arrête. Et certains, alors, se tournent vers un instrument. Et ça, c'est la thématique d'Un peu de fièvre. Non, arrêtez. Karine, voulez-vous nous laisser? Nous en avons fini pour aujourd'hui. À aucun moment je n'ai entendu de musique dans votre jeu. Cela fait déjà quelque temps que vous semblez l'avoir oublié, la musique. Or, je ne m'inquiète pas pour votre diplôme, vous l'aurez. Mais ce n'est pas un diplôme qui fera de vous un musicien. Où est-elle, cette musicalité à laquelle vous m'aviez habitué, Alexandre?
Vous avez des soucis en ce moment? Non. Vous souvenez-vous de notre toute première leçon? Pas précisément, ça fait longtemps. Je vous avais demandé pourquoi vous aviez choisi le violoncelle comme instrument de musique. Et vous m'aviez répondu que c'était pour sa sonorité, si semblable à la voix humaine. Vous aimiez cet instrument parce qu'il vous rassurait. Et aujourd'hui, quand je vous vois jouer, j'ai l'impression d'avoir devant moi un vieux couple. Un homme qui fait l'amour avec sa femme par habitude, un amour sans extase, qui n'atteint aucun paroxysme. Et pourtant, voilà l'instrument que vous avez choisi quand vous avez perdu votre voix. Mais peut-être avez-vous oublié qu'il vous manque. Je crois qu'il est temps pour vous de vous en souvenir. De grâce, Alexandre. Quand vous jouerez devant le jury, pensez à votre voix du temps où celle-ci n'avait pas encore quitté votre gorge. Lorsque votre archer se souviendra d'elle, alors je n'aurai plus rien à vous apprendre. J'avais besoin donc de retrouver le plaisir du plateau, de la mise en scène, et j'avais envie de parler de cinéma après avoir abordé la musique, la photo. J'avais l'impression que le triptyque était incomplet, quoi. Il manquait effectivement quelque chose. Ici, c'est le carrefour où on a tourné une scène d'accident entre Elliot, Maxime et le père d'Elliot. Et puis, on est retourné ici en automne, sur le lieu du drame, pour tourner la partie où Elliot, âgé de 20 ans, revient sur les lieux de sa jeunesse, puisqu'il veut entrer à l'école de cinéma. Il prépare un film qui est très inspiré de ce qu'il a vécu, étant jeune, et il tombe sur Florence, qui habite toujours dans le quartier. Donc Florence qui est l'amour de sa vie, avec qui il n'a jamais pu concrétiser. Et c'est ici qu'il la retrouve tout à fait par hasard, avant d'aller cheminer ensemble et d'évoquer le passé et l'avenir dans le parc de la Volue, en fait, hein, quand vous êtes venu filmer. Je suis contente de te revoir. Moi aussi. T'imagines? Si je t'ai pas venu rendre visite à mes parents, on se serait jamais croisés. Qu'est-ce que tu fais dans le coin? Je me promène. Je suis passé devant ta maison tout à l'heure. J'ai pas osé sonner. J'y habite plus. Je suis avec mon fiancé. Félicitations. Le temps passe.